Par hasard. Ah mais moi je dis bien moi. Oui, c'est mon écriture, c'est moi qui ai marqué. C'est qui avait eu l'idée, il y en a qui avait dit je m'en Tu veux mettre le prénom derrière? C'est peut-être Dan même qui a eu l'idée. Non, c'est moi. C'est toi, c'était toi, excuse-moi. Oui, c'est vrai. C'est bon, c'est Myriam. Ah non, C'est le nouvel éclairage. c'est pas fait. Si vous voulez bien, on va. Oui. Donc on va commencer le conseil municipal de ce soir par l'appel. Burger Alain. Présent. Buenos Séverine. Présente. Mazega Daniel. Présent. Maki Delphine. Présente. Lang Jean-Jacques. Procuration. Martin Daniel. Procuration. Spadon Jean-Pierre. Présent. Sor Corinne. Présente. Madonna Myriam. Présente. Berega Afida. Présente. Coxu Etem. Présent. Niou Daniel. Olofsson Nina. Présente. Leslie David. Marazzato Sophie. Présente. Grisé Hélène. Présente. Barreau Lucas. Réto Mathieu. Procuration. Si je... Caroline. Madame Le, je crois. Oui. On va attendre. Le Caroline. Cherfaoui Sarah. Présente. Chitri-Claire Marie-Claude. Présente. Garnier Emmanuel. Procuration. Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir commencer. Nomination du secrétaire de séance. Notre ami Jean-Pierre s'est proposé pour assurer le secrétariat. Quelqu'un y voit un inconvénient? C'est parfait. En ce qui concerne le compte-rendu du précédent conseil municipal, est-ce qu'il y a des commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Et nous allons passer à l'ordre du jour avec la première délibération, dénomination d'un square public. Alors, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, donc il faut que je m'avance. Donc, effectivement, dans le cadre de la commémoration du 80e anniversaire de la Libération, nous avons souhaité honorer à nouveau un membre des Commandos de France, en particulier Georges Defranc. Et donc, le square qui se situe à l'angle des Commandos de France et de la rue Henriette Schmitt, dont nous estimons qu'il présente un intérêt culturel, historique et communal, va donc changer de nom. Et il est donc demandé au conseil municipal d'adopter cette nouvelle dénomination, Square Georges Schmittla Defranc. La présente dénomination sera effective à compter du 24 novembre 2024, date à laquelle nous allons donc inaugurer ce square. La signalisation adéquate sera mise en place pour refléter cette nouvelle dénomination, puisque nous avons commandé un panneau. Les documents administratifs seront également modifiés en conséquence. Et une cérémonie officielle, à laquelle vous êtes tous conviés, bien entendu, sera organisée pour inaugurer cette nouvelle dénomination du square lors des cérémonies célébrant le 80e anniversaire de la libération des Saints. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Admission en non-valeur. Délibération numéro 2.
Donc vous savez que régulièrement la trésorerie met à jour tous ses comptes. Donc là, elle nous demande de procéder à l'admission en non-valeur de 27,05 € au titre de l'année 2018. Donc il vous est demandé de décider de statuer sur l'admission en non-valeur des titres de recettes pour l'exercice 2018 pour 27,05 €, de dire que le montant total de ces titres de recettes s'élève à 27,05 € et de dire que les crédits sont inscrits en dépenses au compte 6541 au budget de l'exercice en cours de la commune. Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, c'est des délibérations qui reviennent régulièrement en fonction des demandes de la trésorerie. Voilà, pour des créances qui ne sont pas recouvrables et qui sont admises en non-valeur jusqu'à meilleur sort des administrés. Mais je pense que pour 27,05 €, ça m'étonnerait qu'il y ait une procédure qui soit mise en place. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Délibération 24-11-03, décision modificative budgétaire. Donc là, vous savez que, en ce qui concerne tous les permis de construire, à partir du moment où le permis a été délivré, la trésorerie lance le principe de récupération de la taxe d'aménagement. Or, il se trouve que comme il y a 2 ans, on a un permis de construire qui a été déposé, accordé, la taxe d'aménagement a été prélevée, mais la maison n'a pas été construite puisqu'il y a eu un nouveau plan qui a été donné. Donc nous sommes censés rembourser le trop perçu de la taxe d'aménagement. Sauf que notre budget, au niveau de notre chapitre 10, dotation et fonds de réserve, est insuffisant puisqu'on avait provisionné que 2 000 € pour un éventuel remboursement. Donc il faut qu'on aille récupérer de l'argent ailleurs. Donc dans le BP 2024, en section d'investissement, on avait prévu, en ce qui concerne les bâtiments scolaires, 370 000 € de dépenses, dont 273 900 € d'emprunts, qui n'ont pas été faits bien sûr. Les dépenses à l'heure actuelle sont de 46 965 € pour 96 100 € d'autofinancement. Donc on va prélever l'argent nécessaire sur ce compte-là. Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, vous avez les investissements qui sont prévus. Donc le remboursement de la taxe d'aménagement, des dépenses 5 000 € en plus. Et en ce qui concerne les bâtiments scolaires, le prélèvement de 5 000 € de façon à conserver une section d'investissement équilibrée. Donc il vous est demandé d'autoriser la modification budgétaire numéro 1 telle que présentée ci-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Délibération numéro 4, attribution de subvention 2024. Bonsoir à tous. On se rappelle lors du dernier conseil, on avait voté une délibération similaire pour un passage de piste pour les élèves de Tasief. Et Cousteau, à l'époque, on nous avait dit qu'ils avaient trouvé une autre filière, mais qu'ils comptaient bosser avec quelqu'un d'autre. Puis finalement, ils en reviennent à bosser avec la prévention routière. Donc, idem que l'autre fois, on demande l'école primaire voudrait donc qu'on lui affecte 150 € pour ce passage de piste. Les crédits étant insuffisants, donc il nous a demandé d'attribuer la subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Donc tout ça, bien sûr, c'est des subventions au niveau associatif qui n'étaient pas prévues dans le BP 2024. Toutefois, les sommes inscrites dans le budget primitif sont largement suffisantes pour pouvoir se permettre une telle dépense. Pas de questions? C'est parfait. Merci. Délibération 24-11-05, acquisition de parcelles et autorisation de signature. Le tableau des voiries communales répertorié par le Trésor public et le plan cadastral de la commune fait apparaître quelques anomalies. On en a déjà parlé, il me semble, lors de récents conseils municipaux. Donc un certain nombre de parcelles appartenant à des particuliers relèvent physiquement de la voirie et ne font pas partie du domaine public. Donc la commune a fait procéder à une analyse de ses dotations ainsi qu'à une analyse de sa voirie communale avec le concours des services fiscaux, estimant qu'il y a lieu de régulariser la situation de ces parcelles afin de garantir leur entretien régulier, même si on le fait déjà, ainsi que la sécurité des usagers de la route. Donc là, il s'agit du petit lotissement qui est au bout des serres, le lotissement au pas de biche. Donc la voirie
Pas de brebis, pas de bichon. Il faut tromper dans la dénomination. Donc c'est le petit lotissement, voilà, c'est la petite rue là, donc parcelle AB 147 et AB 148 pour une surface totale de 637 mètres carrés. Aujourd'hui, elle appartient donc aux 5 riverains du lotissement. Pas de biche. Pas de biche ou pas de Pas de biche. Mais c'est pas moi qui dis, c'est pas de biche. C'est pas de biche. biche? Donc en réalité, le petit lotissement, vous avez le cadastre qui est à côté, vous avez la voirie communale qui est en blanc et tout ce qui est en jaune et une voirie privée. Donc le lotissement qui a été exécuté avec les 5 maisons, il relève du domaine privé, en sachant que l'éclairage public est déjà du domaine communal. Et le déneigement. Pas de brebis. Donc là, il faudra que vous modifiez Biche ou Donc c'est pas de brebis. il y a les deux appellations. C'est la biche ou c'est la brebis? Donc là, Donc, par courrier reçu en mairie le 12 septembre dernier, les propriétaires du lotissement dit au pas de brebis proposent une rétrocession gratuite des parties communes des parcelles cadastrées, donc 47 et 148, pour une intégration dans le domaine public communal. Les 5 propriétaires sont donc M. Nadeau, M. et Mme Nadeau-Durupt, M. et Mme Paquier, M. et Mme Hendaye, M. et Mme Vimo, M. Doudji et Mme Baragnek. donc c'est pas de biche, c'est bien pas de brebis. C'est pas de brebis, oui. Ah oui, c'est ça, c'est pas de brebis. Alors, Oui, le c'est pas de quartier, brebis. ça s'appelle pas de brebis, et la rue, c'est pas de biche. Il y a les deux. Oui, c'est ça. Non, mais c'est sûr. Le passage de brebis. Le quartier, c'est ou pas de brebis, mais la petite impasse. La rue, c'est pas de biche. Pas de biche, ouais. Donc il vous est demandé d'approuver le projet d'acquisition des parcelles suivantes: AB 147, 677 m² et AB 148 pour 20 m², de donner mandat à Monsieur le maire ou à moi-même afin de mener à terme les termes exacts de ces acquisitions pour 1 euro pour l'ensemble de ces parcelles suffisait. Les décidés de ces acquisitions seront effectuées par voie d'acte administratif, d'autoriser Monsieur le maire à remplacer l'officier ministériel dans le cadre de la signature des actes administratifs qui résulteront des actes en question, de m'autoriser à signer des actes administratifs d'acquisition des parcelles susvisées ainsi que tout acte lié à ces acquisitions, de demander à Monsieur le maire ou à moi-même, en contrepartie du mandat qui leur est donné, de rendre compte du résultat des tractations. Vous avez des questions? Donc on était régulièrement interpellé par les habitants du lotissement pour nous demander éventuellement de l'entretien au niveau des espaces verts, de l'entretien pour la voirie, si ce n'est qu'on s'est rendu compte qu'elle ne nous appartenait pas. Donc le jour où le monsieur Boyer a fait l'étude de la totalité de la voirie communale, on a un certain nombre d'anomalies. On en a une autre, tout le monde la connaît, c'est la rue Rebelle, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, où on a une voie qui est bien délimitée avec des parcelles qui sont faites. Donc tous les voisins se sont mis d'accord, ils sont tous d'accord pour nous rétrocéder, pour passer en voirie communale. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Non, qui est contre? C'est plus facile. Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà. Adopter à l'unanimité, merci. Adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Alors, suite à la modulation des indemnités d'un élu, le règlement intérieur régissant la bonne tenue du conseil est modifié afin d'intégrer cette modalité. Donc vous avez eu en pièce jointe le nouveau règlement intérieur du conseil municipal. En fait, il a été modifié par notre DGS et elle a pu y intégrer les articles 24 et 25, donc la modulation des indemnités des élus et le refus d'indemnité. L'article 24 a été ajouté parce qu'au CM de septembre, un élu avait fait une demande pour moduler ses indemnités. C'est possible d'après la loi, mais il a fallu mettre à jour notre règlement intérieur.
Et pour l'article 25, il était impossible pour l'instant qu'un élu renonce à percevoir tout ou partie de ses indemnités. Donc maintenant, ça sera possible. Donc il est demandé au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur annexé à la présente délibération. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. C'est juste une mise à jour du règlement, puisqu'on s'est rendu compte qu'au niveau statutaire, on n'avait rien qui était prévu dans le règlement du conseil municipal pour moduler les indemnités des élus. Quand on avait fait celle de Jean-Jacques Lang, qui était plutôt favorable à une diminution un peu plus importante de ces indemnités, on n'a pas pu, puisqu'il a fallu qu'on se réfère à l'absence des élus sur le traitement, donc c'est 50% du traitement maximum qui était prévu. Donc maintenant, on pourra faire ce qu'on veut, même si la situation va bientôt s'éclaircir. Ce qui est prévu pour la fin de l'année. C'est bon? Délibération 24-11-07, c'est la vente de terrain. Suite à un problème de rédaction d'acte, il s'agit de reprendre la délibération 24-04-06 du 9 avril dernier, relative à la vente de terrain en rue André Binet. C'était le terrain que monsieur et madame Puin voulaient racheter. C'était un terrain qui avait été exproprié il y a quelques années pour faire une coulée verte. Donc le projet n'ayant jamais vu le jour, donc la famille souhaitait racheter le terrain en question. Donc dans la première délibération, on avait mentionné monsieur et madame Puin, alors que c'est leurs deux filles qui rachètent le terrain. Donc on s'est retrouvé dans un petit problème administratif avec le notaire qui a effectivement pris la délibération indiquant que monsieur et madame Puin rachetaient le verger qui leur appartenait précédemment, si ce n'est que monsieur et madame Puin ont fait savoir que ce n'était pas eux qui rachetaient, mais que c'était leur fille. Donc on est obligé de reprendre une nouvelle délibération pour indiquer que les acheteurs sont effectivement les filles de monsieur et madame Puin. Donc là, la parcelle, on l'a déjà passé au précédent conseil, c'est les deux petites parcelles qui sont en bout de leur terrain, qui leur appartenaient mais qui ont été repris lors de l'expropriation par la SODEB. Voilà, les acquéreurs, ce sont les deux filles, madame Jenny Puin et madame Christine Puin. Il est demandé au conseil municipal de dire que les frais d'acte et d'enregistrement sont à la charge de l'acquéreur, d'autoriser le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la cession des terrains par vente de gré à gré, dite amiable, dans les conditions prévues du CTG et dont acte est adressé par un notaire dans les conditions de droit commun. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Donc le prix n'a pas changé de la cession, c'est toujours 5 000 €, on a mis 10 € du mètre carré, et ça correspond pratiquement au double de ce qu'ils avaient touché pour l'expropriation. Donc ils ont 50 €. Vous arrivez juste bien pour la dernière, pour la fin du conseil, puisque nous sommes aux informations diverses. Donc là, on a quand même quelques informations à faire passer. Vous les avez ici, donc on a eu... une série de vols. Voilà, vas-y. Donc depuis le début du mois de novembre, on a une série de vols en journée dans la commune. Donc nous appelons tout le monde à beaucoup de vigilance et faire remonter, si vous ayez à nous signaler tout véhicule et comportement suspect, parce que c'est très souvent c'est en fin d'après-midi, entre 16h et 18h30. Effraction dans les maisons? Oui, effraction dans les maisons. Donc il y a tous les quartiers il y en a eu rue Claude Debussy, rue des Pins, rue Rebelle, il me semble aussi, rue de Gaulle et rue du Coteau aussi, non, rue Rebelle aussi. Rue de Gaulle aussi? Oui, et rue de Gaulle, oui. Aussi. Voilà. C'est la partie supérieure. Oui. La deuxième information, c'est qu'on a eu, vous savez, que la cabane des chasseurs est au bout de la rue du lieutenant Prévost, voilà, sur le secteur de Cravanche. Ils ont constaté, début de semaine dernière, quand ils sont venus, que tout avait été cassé chez eux. Donc toutes les vitres ont été
cassé, les barbecues et tout ce qui était dehors a été cassé aussi. Ils ont détruit en partie l'intérieur et ils ont essayé de mettre le feu. Donc c'est un peu compliqué à l'heure actuelle pour les chasseurs qui souhaiteraient trouver une autre localisation. Donc on va voir un peu ce qu'on peut éventuellement faire pour avoir un peu plus de sécurité sur le secteur, un peu moins de passage. Il faut dire qu'ils n'étaient pas assurés. Voilà. Mais ça c'est un autre problème. L'aviation plutôt c'est le problème des pompiers. Vas-y. Dimanche, vers 16h30, les pompiers sont intervenus sur la ZAC du port au niveau du City Stade pour l'agression d'un jeune de 13 ans au couteau. Donc il a été transporté par les pompiers sur l'hôpital Nord-Franche-Comté, mais son séjour n'était pas en danger, c'était assez superficiel. Le jeune, il semblerait que ce soit un jeune du même âge qui ait porté le coup et qui était encore en fuite quand ils m'ont appelé. Il est toujours en fuite, à 13 ans. Il y a eu un article dans l'Est là. Oui. Aujourd'hui, Ouais. il y a un article. Et c'est des jeunes du quartier ou on sait? C'est vrai. Mais parce que il y avait son ami qui habite dans le quartier, sont passés au moment où l'ambulance arrivait, nous on habite là, hein. Donc j'imagine, on ne sait pas si les deux gamins se connaissaient. Il semblerait, oui, d'après l'article dans le journal, que ce soit une dispute entre deux personnes, deux gamins qui se connaissent. Ouais. C'est inquiétant de se dire qu'un gamin de 13 ans puisse avoir un couteau sur lui. J'imagine que la suppression du site Et qui se retrouve en plus. le champagne, ça déplacera ça. Ça va déplacer le problème. Ça rendra plus difficile d'enlever les pompiers. Ils sont un petit peu c'est pas trop long, je sais pas. Dépôt sur les éco-points, donc le ramassage du lundi matin devient de plus en plus compliqué parce que de nombreux Essertois et Essertoises confondent éco-points avec déchetterie. Donc ça commence à causer un gros problème parce que, comme vous le savez, ou pour ceux qui se rendent régulièrement à la déchetterie ces derniers temps, le contrôle est beaucoup plus sévère à l'entrée. Le tri il y a beaucoup plus à trier, donc c'est aussi les services techniques sont confrontés au même problème. Donc quand le service technique ramasse un gros sac, maintenant on est obligé de le trier aussi. Alors qu'avant ça partait en benne à incinérer, maintenant tout est à trier. Donc on perd énormément de temps le lundi maintenant aux déchetteries à faire le tri pour les autres. Et on a eu en l'espace de 15 jours 2 dépôts sauvages de pneumatiques. L'un au-dessus de la rue Cadino et l'autre chemin de Cravanche au Bois-Joli. Chaque fois, il y en a entre 20 et 30 pneus. Sachant que les... Ah non, c'est vraiment des dépôts, c'est des garçons belges convertis pour non, c'est des gros dépôts. Qui ont téléphoné pour que les services techniques aillent les ramasser. Mais il y avait au moins une vingtaine de pneus. Donc à chaque fois, c'est la commune qui est obligée de s'en débarrasser. Donc je pense que au niveau du Grand Belfort, ils acceptent que les communes le fassent, mais c'est vrai qu'en général, pour les particuliers ou les professionnels, il n'y a rien qui est prévu pour eux où ils sont censés recycler leurs pneus. Donc ils préfèrent les lâcher dans la nature en les laissant aux autres. Sauf qu'à la déchetterie, sauf qu'aujourd'hui à la déchetterie, ils nous demandent exactement la même chose, les mêmes procédures que les particuliers. Donc là, ils voulaient emmener les 20 pneus d'un coup l'autre jour, comme ils avaient l'habitude de faire, et se sont vus refouler. Donc on a plein de pneus à l'atelier. Et on va les emmener au compte-gouttes par petits bouts, 2 par-ci, 2 par-là, parce que... De toute façon, c'est pas un privé, c'est ça. Non. D'accord. Alors privé, je ne sais pas, ou c'est un professionnel qui bricole. C'est vrai que ça fait 2 fois, une fois sur le dessus de la rue Cadino, c'est un semi-professionnel local, et là c'est un professionnel qui a prévu les cartes champettes, du début, chez vous. Des questions? Donc là, si vous voyez des transferts ou des trucs un petit peu bizarres, vous n'hésitez pas à lever le numéro des voitures. On a reçu un petit courrier de la préfecture pour dire qu'au 31 décembre, il fallait que le système d'identification des armes
tous les détenteurs d'armes aient un compte. Donc si vous trouvez une arme, si vous en trouvez un chez votre grand-père, si vous avez une arme qui n'a pas été déclarée, vous êtes censé avoir un compte, ou alors vous dites rien à personne, mais vous ne pouvez pas la sortir. Hein. Il me semble que les armes à feu. Ah oui, les armes à feu, les couteaux de cuisine, non, ils ne sont pas on peut continuer à travailler là-dessus. Les informations qui concernent directement la commune, donc je pense que là, Afida. Donc les commémorations commencent dès le samedi soir, puisque le samedi à 18h30 en salle du conseil. Il y aura donc la conférence qui va être tenue par Stéphane Muret et Isabelle Petit-Laurent sur la libération des serfs. Ça se poursuivra donc le dimanche matin avec un rendez-vous qui a été donné à 9h45 à la mairie. Et à partir de là, il y aura donc un petit circuit qui va être suivi en direction d'abord du carré militaire, puis ensuite du square, du souvenir. Et pour terminer, on se retrouvera de nouveau ici, place de la mairie, pour le final et pour l'inauguration également des expositions qui sera faite par les enfants des écoles. Donc voilà. Donc vous avez tous reçu votre petite invitation. Et ça se terminera par un petit pot de l'amitié offert par l'association des anciens combattants. Et la mairie. Et la mairie. Donc là, il est quand même à constater, on peut peut-être évoquer aussi la participation des écoles, puisqu'elles ont... Alors effectivement, il y a un très gros investissement des écoles, à la fois dans le travail qu'ils ont mené tout au long de l'année avec les élèves, puisque donc ils ont reçu Didier Valls et Claude Grandjean qui les ont emmenés visiter la commune et se rendre compte un petit peu sur le terrain de l'avancée des commandos et leur faire un rappel historique. Et puis donc il y a des expositions qui sont prévues, que vous aurez l'occasion de visiter dès le dimanche. Et puis ils participeront également donc aux cérémonies en chantant la Marseillaise et en faisant quelques chants également à la fin de la cérémonie. Et ce qui est à noter, c'est que tous les niveaux ont participé, de la maternelle jusqu'aux grandes sections de primaire. Donc il y a un investissement qui est vraiment conséquent de la part des équipes et qui est à remercier et à souligner. Donc, voilà. Il y a à souligner qu'on a la participation des deux écoles. Et, oui, 2 sur 3. Oui, puisque l'école maternelle Cousteau n'a pas souhaité participer. Mais c'est déjà très très bien, on est très contents. Vous êtes conviés le 24 pour ces manifestations. Et le 23. Le 24, le 23 c'est la conférence et le 24 c'est le défilé militaire à l'intérieur de la commune. C'est bon? Quelqu'un a besoin de précision? Non? C'est bon? Alors, cette année a eu lieu la 54e édition de l'opération Brioche de la DAPI, qui a pour but de récolter des fonds pour améliorer puis rendre accessibles les loisirs aux jeunes en situation de handicap. Donc pour la commune des Serres, c'est ça, 658 brioches qui ont été vendues pour un prix moyen de 6,72 €. Donc cette année, le prix avait été augmenté, mais les Essertois ont été plus généreux. Donc on a un prix moyen qui est plus haut que... Enfin, le delta entre le prix obligatoire et le prix moyen est plus haut que celui de l'année passée. Mais on a vendu moins de brioches parce qu'on est en grand déficit de bénévoles. Donc pour la 55e édition, si vous êtes disponible pendant l'opération, vous êtes les bienvenus pour vendre. Comité des fêtes. Ouais.
Donc 2 choses ce soir. On commencera peut-être par la Saint-Nicolas. Oui. J'ai ajouté les diapositives après. Mais voilà. c'est bien, effectivement, merci d'avoir rappelé la Saint-Nicolas. Donc le 6 décembre, comme tous les ans, on va organiser la Saint-Nicolas donc sur la place. Il y aura les mêmes animations que les années précédentes. Et ce qu'il y a en plus, c'est qu'on va commencer, on va essayer de vendre de la tartiflette. Donc c'est une première, on va voir ce que ça donne. Par contre, pour ce qui concerne la distribution du vin chaud, on pense que c'est une bonne opportunité aux élus de venir servir le vin chaud et le jus de pomme chaud. Ce soir, je fais un appel à tous les bénévoles du conseil, de tous les volontaires qui, s'ils veulent bien venir. Donc, le vendredi ? Oui, le vendredi, ouais. Fin d'après-midi ? Fin d'après-midi. Ça va être difficile pour certains, bien sûr. Hein. Je sais bien que c'est pas une date, un créneau horaire qui est facile, mais donc ce que je vais faire, je vais quand même envoyer un mail avec peut-être des créneaux dedans, et puis si vous pouvez piocher dans les créneaux, ben voilà, on saura comment on peut s'organiser. Mais bon, c'est quelque chose qui est très sympa, hein, donc vous pourrez passer un bon moment au froid et dans la nuit. On peut servir et boire. On peut se servir et boire, après voilà, la quantité étant limitée, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Puis servir avant de se servir. Donc ça c'est pour la Saint-Nicolas, donc merci d'avance à ceux qui vont venir donner un petit coup de main. Et puis on va passer au volet qui grince. Non, on le fera après parce que j'ai mis des diapositives juste après celle-là. Ah d'accord, on va passer les autres sujets. Pouponnière du CD et le projet de déplacement du City Stade. Donc, on a récemment rencontré la responsable du patrimoine du CD qui nous a informé qu'ils allaient reconstruire un City Stade en contrebas des actuels jeux à l'entrée du parc de la Douce, au niveau juste sous le long du canal, en contrebas du canal en fait. Par contre, ils vont donc reconstruire un nouveau et l'ancien, il nous laisse faire ce qu'on veut avec. Donc en réalité, on récupère. Au niveau du City Stade, le City Stade, on avait une convention avec la département, voilà. Et le City Stade appartenait à la commune d'Essert, donc elle en avait la propriété. Là, eux, pour pouvoir mettre la pouponnière en lieu et place du City Stade et de l'agrandir, ils ont proposé le déplacement du City Stade. Si ce n'est que dans le devis qu'ils ont reçu, ça leur coûte aussi cher de déplacer le City Stade actuel que d'en mettre un nouveau. Donc eux font carrément un nouveau City Stade. Donc ça veut dire que le City Stade n'appartiendra plus à la commune d'Essert. Donc il appartiendra au département qui sera lui chargé de son entretien et du suivi du City Stade. Par contre, le City Stade, ils ont demandé ce qu'on voulait en faire. Voilà. Donc là, on attend le devis pour savoir combien nous coûterait le démontage du City Stade, éventuellement récupérer les éléments avec les buts. Voilà. Donc on verra et savoir si on a un usage ou pas. Il y a des paniers de basket. Oui. Donc il y a quelques dégradations quand même, parce qu'il y a quelques panneaux qui ont été arrachés, mais dans sa globalité, il est quand même relativement en bon état. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'on en ait l'usage pour le remettre quelque part. Et c'est un peu plus compliqué, parce que c'est quand même des usages qui sont relativement... qui s'accompagnent de nuisances. Donc il faut à la fois du terrain, et de... les écoles, Et ben dans les écoles, le problème des écoles, c'est qu'on peut éventuellement remettre qu'une partie. C'est-à-dire la partie but qui va leur permettre éventuellement de jouer, mais on ne pourra pas remettre le City Stade à l'intérieur. Et remettre le City Stade dans une structure scolaire, ça veut dire que les dimanches et jours fériés, on va se retrouver avec du personnel extérieur qui va venir jouer. Alors qu'avec un seul but, on n'aura peut-être pas ce problème-là. Donc on va déjà voir combien nous coûte le démontage et puis on vous tiendra au courant de la suite. Mais le City Stade tel qu'il est maintenant, compte tenu du projet de pouponnière, a vécu.
Et donc eux, ils envisagent de faire les travaux l'année prochaine, en deuxième semestre de 2025. Voilà. D'autres questions? Donc on vous tiendra informé de la suite des événements. Et puis prendre la décision, savoir si on démonte ou si on fait tout partir. Et ça se revend pas si c'est pas possible? Pardon? Ça se revend pas? Ça doit pouvoir se revendre. Ça doit pouvoir se revendre. Le problème après, c'est on va connaître déjà le prix du démontage, parce que visiblement, le fait de le déplacer, ça leur coûtait aussi cher que d'en mettre un neuf, c'est-à-dire que le démontage ne doit pas être si facile que ça. Hein. Et puis après, savoir si les écoles, au niveau de la mairie, en ont besoin. Ça veut dire qu'on peut parfaitement bénéficier d'une partie de la structure sur les écoles. L'UGAP n'aurait pas une section occasion? Je dis ça, même à moitié en plaisantant, mais si ça se trouve... Non, mais on peut regarder, savoir s'il n'y a pas de possibilité. Ça se revend. Il y a des sites spécialisés là-dessus. C'est un peu comme fiduciaire. Comment ça se revend? Voilà. Ou alors on le donne pour le prix du démontage. C'est tout le terrain, tout le terrain. Donc on vous tiendra informé de la suite quand on aura un petit peu plus de précision sur le secteur. Et donc le nouveau stade serait mis donc en contrebas après sur la partie droite du circuit. Les fêtes de fin d'année approchent, donc les dates ont été retenues pour la fête de Noël du personnel. Ça sera le 19 décembre à 18h30. Les vœux du maire seront faits en mairie le 17 janvier à 18h et les services de la mairie fermeront le 24 et le 31 décembre l'après-midi. Donc les agents seront en congé, on va dire en week-end, voilà, à midi, en ayant récupéré leurs heures. Donc vous êtes invité aux vœux à la fois du personnel, au mois de janvier, pour les vœux du maire. J'ai ressorti. Non, mais il n'y a pas de problème. J'ai ressorti l'article qui était paru sur l'Est début mars, parce que je vous avais fait une présentation, vous vous rappelez? Et puis j'avais trouvé que le titre trouvé par André était pas mal. L'achat d'un conteneur pour le comité des fêtes attendra. Alors comme on est patient au comité des fêtes, on a attendu. Et puis on a un petit peu réfléchi à ce qu'on pouvait faire, proposer de différent, parce que j'avais compris qu'il y avait quelques petites résistances au projet que j'avais préparé. Et donc, si tu peux mettre la slide suivante. Eh bien, attends, j'ai bien peur que la slide suivante... Non, c'est bien, c'est une par une, il faut cliquer dessus, non? Ah, voilà, tu vois, elle avance par petits bouts. Donc, la nouvelle proposition, ce serait de partir sur un équipement d'occasion, donc parce qu'il y a ces containers, en fait, une fois qu'ils ont vécu pendant une quinzaine d'années sur les bateaux, il y a un marché du container d'occasion. Donc ce serait de partir sur ça. Clic suivant. Nous, le comité des fêtes, donc on prendrait à notre charge l'ensemble des travaux alors de serrurerie, c'est-à-dire qu'il faut qu'on coupe les panneaux, qu'on fasse des portes, des charnières. Il faut qu'on équipe le container au niveau électrique avec un tableau de distribution de la lumière, et puis mettre quelques équipements intérieurs qui servent pour le service. Donc ce serait ça. Je vous avais, moi, évoqué l'idée de laisser le container en permanence sur la place de la mairie. J'avais vu que ça n'avait pas vraiment recueilli une explosion de joie. Donc on partirait sur un déplacement annuel, un positionnement à partir des Jeunes Essertoises, c'est-à-dire fin mai, jusqu'au puce début septembre,
parce que l'équipement, il peut servir sur les jeunes Essertoises et puis aussi aux puces. Et puis ensuite, on le déplacerait, on irait le stocker probablement. Les petits jeudis. Et oui, les petits jeudis, bien sûr. Non, mais c'est surtout pour ça qu'on avait imaginé le conteneur. Depuis les jeunes. Et donc on irait le stocker, donc ça veut dire qu'on ferait une manutention d'aller-retour tous les ans. Et tout ça, donc si on part sur cette idée de partage des coûts, donc ça revient à quelque chose qui, moi, me paraît raisonnable. Donc on a, nous, comité, on aurait à peu près 2500 € à sortir. Et puis la mairie aurait 2500 à sortir. Donc je crois que la proposition est un tout petit peu plus alléchante qu'elle était l'autre. Et c'est pour ça que j'en ai reparlé à Dominique la semaine dernière et je lui ai dit écoute, moi j'aimerais bien qu'on fasse ça, j'aimerais bien qu'on achète le container en 2024 pour pouvoir l'avoir début d'année prochaine, pour pouvoir faire les travaux tranquillement pendant 3-4 mois. Quoi. Voilà. Parce qu'on va essayer de trouver évidemment des coûts compétitifs, donc on va pas, ça va nous prendre un tout petit peu de temps. Voilà. Moi je pense que le mieux c'est de le stocker aux ateliers là-bas, donc côté. Et le déplacement Pardon ? Le déplacement va se faire comment du coup ? Tous les ans on payera, nous le comité des fêtes, le déplacement. On prendra un camion avec une grue, comme on le fait actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement le container il nous est prêté par le territoire de musique. On va le chercher là-bas avec un camion, grue, on le ramène ici. Bon, alors il est évident que les coûts de transport sur un déplacement Serma-Mani et SR sont bien plus élevés que les coûts de transport qu'on aura entre SR et SR. Quoi. Parce qu'on va pouvoir prendre un moyen. Oh là là. Ouais, ça coûte. Voilà. Donc les déplacements seraient pris en charge par le comité, bien sûr. Donc la discussion et la présentation éventuelle de ce soir, c'est surtout pour savoir s'il y a une majorité qui se dégage pour l'inscription des 2500 € au budget communal. Voilà. Puisque ça fait partie des investissements au niveau de la commune. Donc si l'idée vous paraît séduisante, on prévoira d'inscrire ça au moins dans le budget communal. Mais pour 2024 ? Pour 2024, ça veut dire que ce sera peut-être un petit peu difficile pour 2024 parce qu'on n'a rien prévu là-dessus, mais par contre on pourrait l'avoir dans les réinscriptions des 25% qui nous restent, qu'on pourrait engager en début d'année avant les votes. Oui, de toute façon. Et il appartiendrait à qui ce conteneur en fait du coup ? Il appartiendrait à la mairie. Ah, la mairie. Mais c'est vrai que c'est propriétaire. Catherine m'a expliqué qu'il y aurait une convention de... Ça appartiendrait à la mairie avec une convention de mise à disposition. Voilà, d'accord. C'est ça. Il resterait propriété de la mairie. D'accord. Et une fois qu'on l'a ce conteneur, est-ce qu'on peut après le louer au comité des fêtes, le louer à d'autres communes qui par exemple en auraient besoin pour un marché de Noël? Un marché de Noël, je sais pas. Après, je doute qu'il y ait beaucoup de demandes, mais bon, ça pourquoi pas. Si, ça se trouve, le seul problème après, c'est le prix du déplacement par rapport à l'usage qu'il y en a. Si c'est pour une période un peu longue, ça vaut le coup. Si c'est pour juste une manifestation, à mon avis, c'est un peu compliqué. Vous savez, faut savoir qu'un il faudrait que l'usage soit entre la jeunesse, avant les jeunesses essertoises ou après les puces. C'est 400 €. Oui, c'est ça, en fait, sur la période hivernale. Mais 400 € depuis Serma-Mani. 400 € un voyage, c'est-à-dire un aller-retour, c'est 800. Ah, depuis Serma-Mani. Oui, non, mais après, ce que je veux dire, voilà, il faut voir que... Oui, donc à ça, si on rajoute le prix d'une location... Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens intéressés par la location. En plus, il appartiendra à la mairie, ça veut dire qu'il faudrait que la mairie fasse une convention de location. Il faudra un tarif. Non, mais je sais pas des problèmes d'assurance. Pourquoi pas, on peut le prévoir. Il suffit d'avoir un tarif. Oui. Oui, enfin, on n'en est pas là, on n'a encore pas acheté le conteneur. Pour savoir si on le loue, il faudrait... Non, mais si déjà on parle de location, c'est qu'on a presque pris la décision, j'ai compris. Donc là, des questions sur le sujet ? Non, mais est-ce qu'il y a des oppositions particulières sur l'inscription de ces 2500 € sur le budget
toute façon, on trouvera Le prochain PP. moins cher. Comment? On trouvera de toute façon pas. Ah là, ça, non, franchement, je pense qu'on peut pas. Par rapport aux pas 14 000 descendre, qui étaient prévus pour l'achat d'un container déjà tout installé, on est quand même dans des prix qui sont un peu plus raisonnables pour la maison. Bon, il n'y a pas d'opposition à ce qu'on se soit inscrit? Non. Parfait. Merci. Alain? Travaux. Un point sur les travaux, sur les récents travaux dans la commune. Donc au niveau de l'éclairage, actuellement on est en travaux autour du rond-point. J'ai appris qu'il y a encore 2-3 rues qui n'ont pas d'électricité ce soir, de courant, mais bon, je vais aller voir. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé depuis que les nouveaux mâts ont été installés dans le rond-point. Donc le rond-point maintenant est particulièrement éclairé. C'est nettement mieux. Je pense que les riverains, peut-être certains riverains, ils vont peut-être avoir un peu. Il y aura un peu la lumière le soir. Lumière le soir chez eux. Il y a un match qui est rajouté au niveau du rond-point. Dans le rond-point. Voilà. C'est une bonne chose. Qui supprime tous les points et tous les petits qu'on avait autour. Les zones d'ombre. Et là, il n'y a plus de zone d'ombre parce que le mail, l'installation a été faite de telle sorte que tout est éclairé. En fait, il y a un mât avec plusieurs. Il y a 5 c'est vachement bien. Voilà, sur un mât. C'est vraiment bien. Voilà. Et puis les mâts ont été remplacés au niveau des passages piétons. Et tous les mâts ont été remplacés, tous les petits mâts qu'on avait avec l'éclairage inversé ont été enlevés et remplacés par. Donc on a réduit le nombre de mâts et on a remplacé par des plus hauts. Nettement plus pratique. Après, Voilà. Là, aujourd'hui, non. Je souhaiterais qu'on réfléchisse à l'opportunité d'éteindre les lumières. Donc là, c'est plus une question d'économie d'énergie, puisque avec les LED, ça consomme quasiment plus rien. Mais pour participer tout simplement d'un point de vue environnemental à la vie nocturne des animaux qui nous entourent, voilà, limiter la pollution lumineuse. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, l'éclairage dans l'ensemble de la commune, depuis que ça a été refait, on n'est pas à 100% de la puissance déjà. Mais ça reste éclairé. On est à 50. On est au plus bas à 50 et au plus haut on est en 80%. Donc on a déjà réduit de 20% en début de nuit l'éclairage, la puissance. Et sur le rond-point du Super U, j'ai appris qu'on pouvait même le faire avec un petit truc en Bluetooth. Voilà. Donc on peut gérer le rond-point parce que voilà. Donc le seul avantage de maintenir l'éclairage, c'est qu'on a quand même une impression de sécurité en ce qui concerne les rues des Serres, en sachant qu'on consomme 60% de moins en électricité que ce qu'on consommait avant, entre 60 et 70 en fonction des secteurs. Et puis en ce qui concerne le rond-point, qui est effectivement relativement lumineux, en discutant avec l'entreprise Baumgartner, ils nous ont précisé que, en ce qui concernait notamment ce type de rond-point, on était obligé d'avoir un certain nombre d'indices lumineux sur ce secteur-là. Sur la rue, c'est 10 lux. Sur la rue, c'est 10 lux, sur la rue principale, et sur un rond-point, c'est 20 lux. Donc il faut avoir le double par rapport à une rue. À l'éclairage normal. Voilà. Ça, c'est la réglementation. Après, comment se fait-il que Belfort puisse tout éteindre en ville, alors hors secteur résidence, puisque lui reste allumé? Alors à Belfort, il faut savoir que beaucoup de rues aujourd'hui n'étaient pas équipées en LED. Donc quand on regarde celles qui étaient éteintes, les rues éteintes, c'était très souvent pas en LED. J'ai lu la semaine dernière un article concernant Belfort où ils annonçaient continuer d'éteindre même s'ils passent en LED. Il faut savoir que, pour l'instant, que ce soit Baumgartner ou l'entreprise qui a fait l'éclairage ils déconseillent assez d'éteindre totalement les LED parce qu'en fait, on réduit la durée de vie de l'éclairage. Disons que si on l'éteint, il ne faut plus le rallumer. Voilà. De toute façon, sur les motivations qui sont différentes, effectivement, d'un côté, le besoin de sécurité, voilà. de limiter, on va dire, l'usure prématurée des éclairages. De l'autre côté, on a une motivation qui est, on va dire, un petit peu plus environnementale avec cette pollution lumineuse qui
on le sait. Je ne suis pas sûr que si on fait un petit référendum au niveau de la commune, on est beaucoup de gens qui nous demandent d'éteindre l'éclairage. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est continuer à le baisser. Par contre, on peut encore baisser. On peut le baisser encore jusqu'à 75% parce que ça se verra pas énormément. Non, c'est ça. Mais on peut choisir les horaires sur lesquels on baisse. Ça, c'est possible Oui. sur la nuit de baisser à ça. Là, aujourd'hui, c'est baissé. Alors, aujourd'hui, dans les quartiers résidentiels, c'est baissé à 80% depuis le début de la nuit jusqu'à 22h. À 22h, ça passe donc on descend de 50%. Ouais. Voilà. Et ça remonte. En hiver, ça remonte à 5h du matin. Et en été, ça ne remonte pas. Parce que vu que là. On pourrait parfaitement allumer à 50% sur la totalité du temps, ou même un petit peu moins. Je ne suis pas sûr que les gens se rendraient compte. On verrait pas la du moment où il n'y a pas de trou lumineux. Voilà. Et par contre, on a visité au niveau du rond-point Super U, on a deux zones noires. Il y a deux points. Une zone noire sur l'ancienne station de refoulement, et on a une zone noire aussi à l'entrée de la rue des Écoles. Voilà. Juste avant la pharmacie, où on a une partie qui n'a pas d'éclairage, puisque le poteau n'existait pas, il est un peu loin. Après, on a deux rues qui sont quand même très très passantes. Il y a souvent des trottinettes, il y a souvent des livreurs en vélo ou autres qui n'ont pas forcément les équipements, les gilets jaunes. Je parle vraiment entre 22h et 5h du matin. Oui, mais il y en a quand même à ce là. Il y en a plein de quartiers résidentiels où il n'y a pas de trottoir. Moi, je ne suis pas pour éteindre la nuit. Disons que c'est difficile d'éteindre dans les quartiers où il n'y a pas de trottoir. Mais en plus, cette rue-là, elle ne dépend pas de vous, non? Laquelle? Comme ça, c'est bien. Alors, on va en discuter juste après. La grande rue. Oui, la rue de Gaulle et la de Gaulle. De Gaulle est à nous. Pour l'éclairage, est à nous. non mais il nous appartient, mais on n'a pas des obligations d'éclairer, non? Enfin, j'en sais rien. Non. Non, parce que Belfort, il y a des communes qui, à l'entrée de la rue, ils ont tout coupé. Ça ne leur a pas posé plus de problèmes. Dans Routin aussi. Dans Routin aussi. C'est des choix. Sauf que dans Routin, là pareil, vous regardez, dans Routin, c'était de l'éclairage au sodium. Voilà. Si ce n'est que le choix a été fait au niveau de la commune de rénover complètement l'éclairage pour justement maintenir cette qualité et cette sécurité qu'on avait sur le village. Mais non, mais baisser le... Aujourd'hui, on a fait quasiment les 100% de la commune sont en LED. Sauf la mairie. Sauf la place. Si. Les gros trucs là, ils sont LED maintenant. Oui. C'est pour ça que ça éclaire moins. Ah ouais. Depuis quand ils sont LED? Depuis l'année dernière, ça fait 1 an. Ah ouais. C'est-à-dire que tu n'as même pas vu la différence. Non. Non, parce que ça éclaire pas beaucoup. Donc on peut continuer à baisser. Mais ici sur la place, on en a quand même pas beaucoup, donc baisser plus que ça me paraît difficile, ça va faire des trous noirs. On a déjà changé les lampadaires au niveau du parking. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour avoir un éclairage qui soit plus haut. par exemple, le parking. Le parking il est bien. Mais donc là, pareil, travaux mairie. Ensuite, on a refait l'éclairage, là cet automne, on a remplacé la totalité de l'éclairage de la mairie, on est passé en LED. Tous les bureaux, on a réduit énormément le nombre de points lumineux. Dans les bureaux, on est passé, par exemple dans le mien, de 6 plaques, j'en ai plus que 2. Ça suffit? Largement. Non, c'est même plus éclairé qu'avant. Et à la zone F, et là, pareil, on en a réduit. Ici, on a réduit de 10, je crois. ils sont encore là, mais dimanche. C'est le moment. Parce qu'il y en a certains les éclairages là ne fonctionnent plus, mais ils sont toujours là. Tous les mardis. Non, on n'a pas les plaques pour mettre à la place. Voilà. Dernier sujet sur l'éclairage, les voies communautaires. Donc on a comme vous le savez, on a 2 voies communautaires à SR, la rue des Carrières et la rue du Port. Récemment, on a appris que j'avais appelé le Grand Belfort parce qu'on a un problème d'éclairage dans la rue du Port devant les polygones. Devant chez toi, le lampadaire devant chez toi, il est out depuis quelques mois. Ouais. Donc j'avais demandé de le remplacer, et on vient de me dire que ce n'est plus eux qui s'en occupent, c'est la commune. Vous n'étiez pas au commune? Non. Ça a dû passer en
J'ai pas souvenir qu'on est passé, parce que les voies communautaires restent des voies communautaires. Ça, là, on est indemnisé notamment quand on fait le déneigement. Mais là, visiblement, avant, ils changeaient les luminaires, c'était le Grand Belfort qui changeait les luminaires. Là, ils sont en train de nous dire que l'éclairage public appartient à la commune. Voilà. Et par contre, c'est pour vous, les photos, c'est pour eux? Non. Non. Donc il resterait propriétaire uniquement de la partie qui est dans la zone industrielle. Dans la zone. Les cinq lampadaires qui sont dans la partie zone industrielle, donc la petite rue qui rentre au fond. Voilà, qui sont coupés toutes les nuits. Qui sont coupés, déjà qui ne sont pas éteints, qui ne sont pas allumés. Parce que depuis l'année dernière, depuis les émeutes de juillet de l'année dernière, ils n'ont jamais été remis en service. Pas de cet été d'ailleurs, de l'été d'avant. L'été d'avant. Et les 5 en question, non, ils en ont remis un ils ont mis celui qui est dans le carrefour. Là, celui-là, ils l'ont remis en service et les autres, ils les ont laissés éteints. Donc, et là, donc, vu que c'est des éclairages qui sont sûrs, voilà. Il n'y a pas que la problématique de l'éclairage, il y a aussi la problématique du revêtement. Mais le revêtement leur appartient. Le revêtement leur appartient. C'est un peu comme la départementale où l'éclairage nous appartient, mais le revêtement de la route est au conseil départemental. Donc là, il va falloir qu'on affine ça parce que ça va être les deux seules rues qu'il nous restera à faire si effectivement l'éclairage nous appartient. Parce qu'en plus de refaire juste l'éclairage, on a à créer des transformateurs, des points de Aujourd'hui, c'est le Grand Belfort qui prend en charge toute la rue, plus une partie de la rue. C'est pas celui qui est près du site. Oui, et ça prend, c'est toute la zone, plus un symbole. Et une partie de la rue des Carrières, je crois qu'il y a 3 lampadaires dans la rue des Carrières. Bien, donc on vous tiendra au courant pour la suite, savoir si vous appartiennent ou pas. Puis dès qu'on change les luminaires, Madame Chutriquer fait tailler les arbres. Il dépasse pas sur la rue, il dépasse pas sur le trottoir. Mais il cache en partie le lampadaire. C'est pas faux. Autrement, ça C'est pas faux. On est d'accord. On est d'accord. Alors, voirie. Ça vous évitera. Attends, on n'en est pas là, on n'a encore pas changé de lampadaire. Le paysage est déjà programmé pour décembre. Alors c'est parfait. D'accord. Ensuite, voirie. Les travaux de la rue Vinet sont quasiment terminés. Il reste à mettre les panneaux de signalisation et Ils y sont. Il faut prévoir ça. pas tous. Non, il m'a dit ce matin qu'il manquait encore 2-3 panneaux. Moi, notamment les panneaux de priorité. Je suis passé ce matin et ils sont encore pas. Avec la flèche rouge et la flèche blanche, ils sont ces panneaux. Non, ce matin j'ai eu l'entreprise au téléphone et il m'a assuré qu'il manquait encore 2-3 panneaux, qu'il les avait par-dessus, et les aménagements paysagers qui ne sont pas faits, qui seront faits le semaine 47. Ensuite, autre point, l'enrobé le petit litige qu'on a vu de Bussy. Donc on a rencontré récemment l'entreprise Eurovia, le responsable de l'entreprise Eurovia, et donc on avait convenu avec eux une reprise totale de la rue, avec, donc, en tenant compte des remarques des riverains qui souhaitaient qu'on ne monte pas trop haut pour éviter d'avoir de l'eau qui rentre chez eux. Donc ça a été pris en compte. Et là j'attends juste le devis, j'attends juste le retour d'eux, ça ne devrait pas tarder. Dès que j'en sais plus. De toute façon, les travaux sont programmés l'année prochaine. On ne va pas les refaire. Ce sera fait, puisque là, ils ne sont pas capables. Visiblement, les gravillons finissent par ressortir. Je suis passé encore dans la rue ce matin, où chaque fois que quelqu'un tourne les pneus en étant à l'arrêt, ça nous fait des marques sur la totalité des secteurs. Voilà. Donc ce qu'on leur a reproché, c'est de ne pas nous avoir donné la bonne technique. Juste dans l'entrée du virage, quand vous montez la rue de Bussy, il y a déjà des fissures qui apparaissent et vraiment il y a des différences de niveau qui sont importantes. Donc c'est pour ça que dans la discussion, quand on en a parlé avec eux, on a évoqué le sujet de la rue des Pins, où quand la rue des Pins a été faite et qu'on leur demandait une technique de travail, ils nous ont dit pour une rue comme celle-là, c'est pas celle-là qu'il faut prendre. On leur a dit si c'était pas celle-là qu'il fallait faire là, il fallait nous dire au moment où on l'a décidé. Donc on n'aura pas la totalité, mais on aura une petite part à reprendre sur la rue de Bussy. Donc
l'assainissement à la station de refoulement Super U, donc les voisins vont être contents puisque pendant 3 jours ça va travailler. Donc ils vont, un jour et demi, ils vont installer le chantier, il y aura un jour et demi parce que contrairement aux premiers travaux où ils avaient fait tout au brise-roche, là on va avoir des travaux de terçage, donc ils vont forer des puits, mais il faut qu'ils descendent jusqu'à 5 mètres et ils ont la roche à partir d'1,80 m. Donc ils vont forer sur les 5 mètres et après ils vont éclater la roche. Donc on aura 3 jours en tout de travail. Un jour et demi de forage et un jour et demi de brise-roche. Et c'est pas du calcaire. Voilà, donc ce sera. Ça arrive. Voilà, je leur ai dit que c'était en hiver, c'était plus facile que de faire ça en été. Donc là, les travaux de la station de refoulement vont être exécutés cette semaine et la semaine prochaine. Transformateur. Lors du dernier conseil municipal, vous avez passé une délib concernant l'implantation d'un transformateur Enedis au Mont. Donc les travaux vont débuter. Ils ont débuté. Je ne sais pas si la tranchée a été faite, ils ont déjà commencé à contourner. Voilà. Au principe, normalement c'était prévu fin de semaine. Voilà. Mais ils n'ont pas installé le. C'est rare, ils ont fait là. D'accord. Un second. Rien d'autre. Donc là, on va passer au diagnostic des écoles. Donc là, on avait passé la dernière fois sur le site Cousteau avec les propositions d'itinéraire architecte. Visiblement, il semblerait qu'il y ait eu quand même quelques réticences quant à la modification de la primaire au niveau de Cousteau. Les enseignants n'étaient pas très favorables et on se retrouvait avec une école qui n'était pas capable d'accueillir un peu plus d'élèves que ça. Donc ce qui nous est proposé par M. Bignou-Rémy pour le moment, c'est de valider éventuellement pour l'année prochaine la réhabilitation de la maternelle Cousteau, qui ne semblait pas avoir posé de problème avec les nouveaux bâtiments, donc je vais vous les repasser juste après, on en discutera. Et puis ce qui vous est proposé, effectivement, pour prendre une décision qui soit correcte en ce qui concerne la réhabilitation de la primaire, c'est de faire le diagnostic bâtiment au niveau de Tasief, puisqu'on sait pertinemment qu'en ce qui concerne notamment les planchers, on a des gros soucis sur ce secteur-là. Et on a également des soucis en ce qui concerne les sanitaires, puisqu'ils sont difficilement accessibles et on se retrouve régulièrement avec des problèmes. Donc je pense que l'année prochaine, ce qui vous est proposé, c'est d'inscrire au budget le diagnostic bâtiment de Cousteau, de Tasief, avant de prendre une décision définitive sur la primaire Cousteau. En ce qui concerne les pavillons du CCAS, les travaux sont terminés, la toiture a été refaite. Pour le moment, je pense qu'on va partir en procédure sur les garanties décennales parce que les travaux qui ont été exécutés ne donnent pas complètement satisfaction et que tous les professionnels qui ont été interrogés ont l'air de penser que dans le temps, on risque de se retrouver avec une instabilité au niveau de l'isolant extérieur qui a été placé puisqu'il n'a été que collé et il n'a pas été fiché. Donc je pense qu'on va faire jouer les garanties, la garantie décennale de ceux qui ont exécuté les travaux, en espérant qu'ils soient effectivement bien conformes à ce qui est, ou du moins que ceux qui les ont exécutés étaient en capacité de le faire. Donc on vous tiendra au courant pour la suite des événements, mais on est arrivé, en ce qui concerne la toiture et l'isolation, on est arrivé au bout. Je pense qu'on a obtenu là maintenant un résultat qui est satisfaisant sur le premier bâtiment, donc le premier qui avait été refait, avec une partie de la toiture qui n'avait plus d'isolation. Donc là, ça a été rectifié. Hein? Oui. Non. On ne devrait plus avoir de moisissure ni de champignons. On a envoyé la petite photo du champignon qui sortait de la plainte, donc je pense que maintenant on devrait réussir à éliminer le champignon. Le diagnostic qui vous avait été présenté en ce qui concerne l'école Cousteau maternelle, c'est l'adjonction. Ici vous avez l'ancien bâtiment avec les 3 classes et les 5 différences de niveau à l'intérieur. La proposition qui avait été faite par itinéraire architecte en ce qui concerne la réhabilitation, c'est de faire des adjonctions sur les 3 classes de telle façon à offrir un peu plus d'aisance, d'avoir des sanitaires sur les 3 classes, donc des sanitaires par classe, et ici de modifier cette partie ici avec la salle des professeurs, donc supprimer la partie WC ici, donc il y aura sanitaire des enseignants, et la partie bureau de direction. Et ici modifier l'entrée avec une salle ménage qui serait réaménagée. Et tous les accès se feraient par l'extérieur, puisque l'accessibilité, on se retrouve dans le cadre de l'école maternelle, avec une différence d'un mètre 20 ici, donc ça ne gêne pas en ce qui concerne l'accessibilité, la pente est bonne en passant par les extérieurs, mais plus par l'intérieur, puisqu'on a des escaliers.
Du coup, on n'utilise plus le centre. Donc l'Agora serait plus utilisée en ce qui concerne les écoles, puisque l'accueil des enfants se ferait par l'extérieur. Donc la proposition qui avait été faite par Itinéraire Architecte avait, au niveau des enseignants, on n'avait pas émis d'avis particulier. Voilà. Delphine, tu veux intervenir? Non, mais enfin, ça fait, les accès se font déjà par l'extérieur. Les accès se font déjà par l'extérieur, mais ils sont maintenus. Il n'y en a qu'un qui est supprimé, c'est celui qui arrivait directement dans l'Agora, puisque c'est là où on se retrouve avec les deux bâtiments qui sont rajoutés ici au niveau des salles de classe. Mais l'Agora existera toujours. L'Agora, pour le moment, il existe toujours. Si ce n'est, je pense qu'on a la capacité de le modifier pour arriver à faire une partie qui est relativement plane et éviter un peu tous ces dénivelés. Le rendre un peu plus pratique, notamment pour le personnel de ménage qui va, lui, se retrouver avec sa salle qui va être dans la partie jaune. Ça n'empêche que ça pourrait être utilisé à des fins pédagogiques. Ah ben ça pourra toujours être utilisé, si ce n'est qu'il n'est pas prévu en termes d'accessibilité que l'entrée des enfants se fasse sur ce secteur-là. Donc si les plans qui vont être proposés par Itinéraire Architecte requièrent l'aval de tout le monde, on prévoira ça au budget 2025, la réhabilitation de l'école maternelle. Et on se reposera la question pour l'école primaire. Ça irait à tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Comment dire? Hein? Je crois qu'il y avait une autre alternative qui avait été imaginée par mon voisin, qui n'a pas été vraiment investiguée plus loin que ça. Donc, on peut faire une séance du conseil municipal pour proposer la totalité des propositions qui ont été faites. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse ça? Oui, je pense que c'est mieux de revoir, oui, parce que c'est un gros sujet. Donc on organisera, peut-être pas pour la fin de l'année, mais début d'année prochaine, avant le budget, une séance et on proposera tout ça. On en discutera avec M. Binourelli pour savoir un peu ce qui est fait, puisque la proposition de Jean-Michel Padone consiste à délocaliser pratiquement la totalité du secteur scolaire sur le secteur mairie. Donc ça fait aussi des grosses modifications en ce qui concerne les bâtiments. Et les projets qui avaient été évoqués sur le fait de rassembler les deux écoles sur un seul site. C'est ça. C'est un peu alors ça. justement le principe, la proposition qui avait été faite par Itinéraire Architecte, notamment ce qui concernait l'ancien bâtiment, c'est de se retrouver avec le même nombre de salles de classe que celui qu'on avait maintenant. Or on sait pertinemment que même si on a une diminution légère des effectifs scolaires, on n'arrivera jamais à mettre tout dans les bâtiments tels qu'ils ont été prévus. Donc la discussion, elle doit porter sur je pense, une réflexion totale sur les écoles lycées. Les décisions à prendre pour la politique de l'État de l'école Tazieff. C'est ça. L'école Tazieff, ça va dépendre, parce que l'école Tazieff, ça n'empêchera pas de la réhabiliter ou d'en avoir un autre usage, si on décide d'en faire quelque chose. Mais il est bien évident que nous, il faut qu'on prévoie. À partir du moment où, au niveau urbanisme, on n'a pas de nouvelles zones qui soient urbanisables pour le moment, on n'a pas d'ouverture, donc ça veut dire qu'on a un renouvellement de la population. Pour le moment, ils sont toujours en train, à l'étude sur la loi ZAN, puisque vous savez qu'en principe, zéro artificialisation nette, donc on devrait avoir la capacité de faire la moitié de ce qu'on a fait jusqu'à présent. La commune, elle n'est pas trop mal lotie, puisqu'on a quand même fait une extension qui est relativement conséquente, donc la commune ne serait pas trop privée, si ce n'est qu'on est obligé de faire une enquête publique. Et quelles que soient les zones qui soient déjà, même si elles sont en 2 AU, à partir du moment où on décide de les ouvrir, il faut qu'on ait un projet qui soit viable et dont les services de l'État, agricole, donnent un accord sur la viabilité et l'intérêt du projet qui sera mis en place. Donc je pense qu'on a quelques communes qui vont avoir des problèmes. Voilà. Pour discuter un tout petit peu, on avait fait une réunion avec le sénateur, il y avait une commune qui est, je crois, Rières-Vesmont, où ils se retrouvaient, eux, avec une possibilité d'extension de la commune de 10 arbres. Donc ça fait grosso modo 2 maisons. C'est rien. Voilà. Donc là, on rediscutera de tout ça. Donc on organisera une réunion, on mettra tout sur PowerPoint et puis on discutera un peu de tout ça pour savoir comment on va faire évoluer le secteur scolaire sur la commune. Un pré-diagnostic de Tazieff, c'est pas faisable, c'est rapidement? Non. Le diagnostic bâtiment, il faudrait qu'il soit inscrit, au budget, donc on pourrait toujours le prélever, mais ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une DM pour pouvoir le voter avant la fin de l'année. Ils font pas ça
Faut qu'on ait Ouais, puis il n'y aura pas les ressources, quoi. Il n'y aura personne pour le faire. En fait, c'est ça. Pardon? Je suis d'accord avec Dan, il faudrait qu'on ait tous les éléments pour pouvoir discuter. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Quel que soit le bâtiment, quel que soit le diagnostic qui va arriver sur Tasief, on sait qu'on a des problèmes d'accessibilité, des problèmes de bâtiment, mais ce qui nous intéresse, c'est la valeur du bâtiment tel qu'il puisse être utilisé, et puis l'accessibilité, de toutes les façons, on l'a pas. Donc ça veut dire qu'entre les escaliers bois et l'ascenseur à installer, on aura de toute façon un diagnostic à faire. Par contre, la décision qui sera prise au niveau du conseil municipal, c'est de se dire effectivement, est-ce que dans l'avenir, dans les 10 ans qui viennent, on ne prévoit qu'une seule école pour la totalité des serres. Donc ça veut dire que les bâtiments qu'on va construire, il faut qu'ils puissent accueillir la totalité des enfants. En sachant qu'à l'heure actuelle, on a 15 classes. On peut bien engager les travaux de la maternelle si on ne sait pas comment on fait pour l'enlever. Mais les travaux de la maternelle, le seul avantage qu'on a sur Cousteau, c'est qu'on a des sites de libre. Voilà. Et quel que soit ce qu'on va faire, de toutes les façons, on aura de la structure provisoire à mettre en place. Mais là, la maternelle Cousteau, pour le moment, elle n'est encore pas inscrite au budget, parce que là, il faut qu'on ait déjà la totalité du montant de la réflexion et les propositions qui vont être faites. Si ce n'est que sur un secteur, on partirait sur une réhabilitation, alors que sur l'autre secteur, si on part de la construction, on n'est plus du tout dans les mêmes schémas. Donc c'est ce que nous a expliqué M. Binouremi. Tout le schéma qui a été fait dans la maîtrise d'œuvre, c'était de la réhabilitation. À partir du moment où on décide de faire autre chose, c'est-à-dire d'abattre le bâtiment et puis d'en reconstruire un nouveau avec une autre dimension, c'est un autre marché qu'il va falloir passer. C'est pour ça que je souhaiterais qu'on ne se trompe pas sur l'évolution de la commune. Tout le monde est d'accord? On part comme ça? C'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Je voulais juste rajouter un petit peu. Mais bien sûr. J'ai juste oublié de vous dire que le 21 novembre, il y aura les petites fugues. Donc nous recevrons dans le cadre des petites fugues Lola Combert. Nous êtes tous conviés à 18h30 pour ce moment culturel. Et puis un petit résumé d'Himalaya. Apparemment. Alors, malheureusement, moi, j'ai pas pu rester à. Donc, la semaine dernière, nous avons reçu, donc, dans le cadre du mois du film documentaire, donc un documentaire qui a été projeté au Logis d'Amitié. Donc, nous avons été complets, voire même plus que complets, puisqu'il a fallu rajouter des chaises, puisque les personnes qui n'étaient pas inscrites se sont quand même présentées. Et donc, normalement, il y avait 80 places inscrites. Très content. Et puis donc le documentaire visiblement a beaucoup plu. Par contre, je ne suis pas restée après, je n'ai pas pu rester pour la rencontre avec le réalisateur. J'imagine que ça devait être... Non, mais le type, c'est incroyable, quoi. Incroyable. Apparemment, en tous les cas, le compte-rendu qu'on a eu sur le journal était plutôt élogieux quant à la réalisation et à l'expérience que ça représentait. Alors, pour ceux que ça intéresse, nous avons le DVD du documentaire à la médiathèque, si vous souhaitez. C'est vrai que c'était un très beau documentaire. Je pense que c'est une belle expérience de vie. Ça vaut vraiment le coup d'être vu. Donc, on était très contents du choix qui nous a été attribué, qui nous a été attribué, et puis du grand succès, encore une fois, puisque il y a une belle communication qui est faite autour de toutes les manifestations qui sont faites, et on voit que le public répond présent, et donc on est très contents. Voilà. Bien. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Oui. Je reviens encore à la charge sur le bus qui est de nouveau ce soir devant la boîte à œufs et la boîte à miel, là. Oui, on est en train de lui chercher une place pour le mettre à une. D'accord. Et alors, par rapport à ça, en fait, il n'y a plus du tout de marquage au sol sur cette partie-là de la route, en fait. Entre le croisement de la rue de Gaulle et le virage. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est prévu? Ou parce que du coup, les voitures, elles roulent en plein milieu, non seulement à cause du bus, mais aussi parce qu'il n'y a plus de marquage au sol. C'est prévu d'en remettre un pour... Non, là, pour cet hiver-là, c'est pas possible. Ce sera pour l'année prochaine, ça. Oui, mais il n'y a pas de difficulté particulière qui fait qu'il n'y en a pas, non. En fait. Non, c'est pas... Si ce n'est qu'il faut qu'on trouve une place au bus, puisque réglementairement, on est censé pouvoir proposer quelque chose. On avait essayé de délocaliser sur le secteur du tennis, sur la partie qui avait été détruite. Belfort nous a dit qu'il n'y avait pas d'autorisation. Mais il y en a qui y vont.
Mais quand vous dites régulièrement, enfin réglementairement, on est obligé de lui proposer. On est obligé d'avoir une place pour garer les véhicules de ce type-là. Et s'il y a plusieurs chauffeurs, par exemple, s'il y en a 5, il faut 5 places. Non. Je pense qu'il faut au minimum un minimum. Non, mais il y a un minimum, mais on n'a pas le minimum. Le parking de l'ancienne pharmacie, on ne peut pas. C'est privé. Annulé, ça. Ça appartient dans les services, dans le parking des services de coupe, quoi. Il y a un projet sur cette antenne ou pas? Il y a un projet sur cette antenne. Là, on a quelqu'un qui nous a posé la question pour un magasin d'optique. Le problème après, c'est le coût que ça représentait, parce que le pharmacien, je crois qu'il voulait céder sa pharmacie, je ne sais pas si c'était pas aux alentours de 600 000 €. Voilà. D'accord, le bâtiment? Oui, le bâtiment plus le terrain derrière. Plus le terrain, il demandait 600 000 €. Mais il fait combien de kilomètres carrés ce terrain? Il a quand même pas mal de terrain, parce qu'il a le parking plus l'espace vert qui est juste derrière. Hein. Voilà, donc il y a quand même de la place, si ce n'est que ça commence à faire cher pour installer quelque chose. Je pense que tu peux pas réutiliser le bâtiment comme il est. Donc le bus, on est en train de lui chercher une localisation qui nous permettrait de débarrasser cette zone. Oui. C'est les bus en fait, hein, parce que devant l'ancienne pharmacie, il y en a un qui se gare. Il y en a régulièrement aussi. Oui. Là, il bouge complètement le trottoir. C'est-à-dire que s'il y a une personne à l'heure de l'école, et parfois il y est à l'heure de l'école, qui passe avec une poussette, elle se met sur la route ou sur la piste cyclable. C'est pas normal ça. Il se gare sur le trottoir? Il se gare devant la pharmacie, le long des gros blocs devant l'ancienne pharmacie, le long des gros blocs de pierre. Et du coup, vu sa largeur, il bouche le trottoir. Avant, il était plus souvent, là, il est un peu moins souvent. Oui, mais moins souvent là. Oui, mais bon, ça fait longtemps qu'il Oui, il est un fait peu. ça, hein. Je suis d'accord avec vous, il y est un tout petit peu moins, mais il y est encore régulièrement. Parce qu'il y avait un moment donné où il y avait eu, on avait dit qu'on allait le verbaliser. Je pense qu'à un moment donné. Non, mais de toute façon, le problème de la verbalisation, si les gardes champêtres, il n'y a que des gardes champêtres qui interviennent. Si les gardes champêtres ne sont pas là et quand ils arrivent une heure après, le bus n'est plus là, le problème est réglé. Et il a peut-être été verbalisé en tout et pour tout, 1 ou 2 fois, c'est tout. Et encore, il se prend 35 €. Voilà. Mais sur photo à la pluie, Non. On aura son numéro d'immatriculation, mais ça va pas nous change changer rien. sur la photo avec les métadonnées, on a tel jour, telle heure, il était là, il est resté tant de temps. Oui, mais comme ils ont des horaires qui doivent être décalés, il n'est pas toujours là au même moment. Par contre, il est là tous les soirs, le bus, ou presque tous les soirs. Le bus devant les œufs est beaucoup plus dangereux que celui-là que sur la rue. Parce que celui de la rue devant la cabane à œufs, il est dans un virage. Et dans un virage, normalement, c'est strictement interdit de stationner un bus. Et il cache complètement la nouvelle cabane à côté, donc c'est dommage aussi pour la cabane à œufs. Sauf que si on s'occupe de ce bus-là, on va s'occuper de l'autre aussi, donc il faudra trouver 2 places. Et pourquoi on ne le met pas donc en bas de la rue Binet, sur les parkings là, en épi? Oui, Si, il y a un parking là. Non, mais lui, il ne sera pas en épi, lui. Ah ben non. Il sera le long. C'est pas facile de dire bus en épi. En parlant mécanique, je suis passé rue des Vergers, là. Il y en a un qui fait de la mécanique en face. C'est celui qui... je sais pas, hier, il y avait des voitures qui étaient montées sur les pneus, ils avaient démonté une voiture en entier, en face de chez vous. Non, c'est en face de chez les Vergers, là, sur le petit parking devant la maison de vos parents, là. Il y avait 3 voitures, il y en avait une qui était complètement démontée, il y en a une qui était montée sur des pneus, et puis l'autre, il était en train de faire je sais pas quoi. Mais il sortait l'électricité de chez votre voisin en face. Potentiellement. Ah bah potentiellement, c'est sûr. Non, ils sont dans mon garage, ça je le sais. La place qu'elle prend, la mienne est dans le garage. Non, mais je parle pas de la vôtre, je parle de celle de vos voisins, ce qui fait régulièrement la mécanique devant sa porte sur le parking. Plus attention, je dirais. Voilà. On puisse lui faire un petit mot en disant que c'est pas vraiment un garage. C'est ensemble. Et alors, pendant qu'on est dans les voitures,
dans les lotissements, il y a beaucoup de propriétaires qui se garent devant la maison, même quand ils ont une place de parking sur leur terrain ou des parkings juste à côté. Il y a une réglementation particulière par rapport à ça? Ils ne sont pas censés se mettre sur le trottoir, mais il n'y a rien qui les empêche de se mettre devant chez eux s'il y a des places. Et les places n'ont pas besoin d'être matérialisées. Oui, c'est ça. Ils peuvent se garer n'importe où dans la rue, même s'ils ont une entrée de garage. Du moment où il y a la place de passage d'un véhicule de secours, par exemple. Il n'y a pas de... Sauf que maintenant, ils exigent pour les maisons des places accessibles depuis l'extérieur, ce qui n'était pas le cas dans les lotissements. Voilà. Donc les gens n'ouvrent pas la barrière, ils laissent la voiture devant la porte et ils vont à pied. C'est ça. Mais c'est partout pareil. Vous pouvez passer sur le carré d'habitat à côté du lotissement Next City, il y a des voitures qui sont garées des deux côtés sur les trottoirs, alors qu'en dessous, ils ont des parkings. Mais ils n'y vont pas. À 20 mètres, il y a des places de parking du Bourg. Mais ici aussi dans le quartier. Mais à certains moments, c'est dangereux, il y a des possibilités qui En tous les cas, ils font tous consensus puisqu'ils font tous la même chose. D'autres questions? Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Et si on ne se revoit pas, si on se reverra... Si, le 6 décembre. Le 6 décembre. Le 6 décembre pour le 6 décembre à la Saint-Nicolas. Déjà le 24-25. On va mettre ça. Avant, je faisais Pas estomien, c'est ouais, mais j'ai été à Alstom.